M. Beaulac voulait intervenir, notre spécialiste de la Constitution, M. Beaulac. Écoutez, j'accroche sur l'aspect, le commentaire formalité. À mon sens, c'est plus qu'une formalité. La décision qu'elle va prendre aujourd'hui ou dans les prochains jours, parce que de fait, elle n'a pas à répondre sur l'achat, elle peut consulter les leaders des partis de l'opposition, de la coalition. Alors, plus qu'une formalité, parce que sur le fond, si elle accède à la demande, ça aide les conservateurs. Et si elle refuse la demande de prorogation, bien, ça aide la coalition. C'est clair, c'est clair. Là. Alors, c'est beaucoup plus qu'une formalité. M. Auger le soulignait tantôt. C'est pas banal. En fait, on est, vous le disiez tantôt, en train d'écrire l'histoire, y compris l'histoire constitutionnelle, dans un sens, parce que elle a l'opportunité, dans un sens, de maintenir ce rôle d'exception, mais quand même un rôle réel pour veiller à la stabilité politique et au maintien de l'intégrité des institutions parlementaires canadiennes. Vous disiez plutôt, M. Beaulac, bon, il n'y a pas de précédent chez nous au Canada, mais qu'il y en a des situations semblables en Australie. Qu'est-ce qui s'était passé? La première chose, peut-être avant d'aller en Australie, je ne suis pas loin, parlons de la situation ontarienne en 1985, immédiatement après une élection générale, il y a eu tractation et finalement c'est un gouvernement minoritaire du deuxième parti, ou celui qui est arrivé deuxième dans le nombre de sièges, les libéraux, qui avait formé le gouvernement minoritaire avec l'appui du NPD. Évidemment, il y a toujours des points pour effectuer ce qu'on appelle en anglais du distinguishing, tracer ou insister sur les différences avec le présent cas. Nous, ça fait plus que quelques jours, ça fait quand même juste quelques semaines toutefois. Maintenant, le précédent australien, très brièvement... Mais par contre, le discours du trône a été adopté. Donc, il y a eu une mesure législative, là, on s'appelle le discours du trône, qui a été adopté. Oui, mais le Parlement a fonctionné pas longtemps, mais il a fonctionné quand même. Mais il a fonctionné très brièvement. Et peut-être avant d'aller en Australie, si vous me permettez, il y a un précédent, bien que ça n'a pas été sanctionné par ce qui s'est passé sur la colline parlementaire à Ottawa, mais en 2004, le gouvernement minoritaire de Paul Martin, évidemment, faisait face à un vote de défiance qui a passé in extremis avec l'appui de M. Cameron de Colombie-Britannique. Mais à l'époque, la question était plus qu'hypothétique. Elle avait été considérée par la gouverneure générale Clarkson à l'époque. Elle avait sollicité des opinions juridiques de constitutionnalistes, notamment mon collègue maintenant à la retraite, Peter Hogg de l'Université York de Toronto. Et comme elle, bon, on n'a pas les détails, ça a certainement été passé au shredder après, là, mais on a su, en lisant les mémoires de Mme Clarkson, qu'elle était pour aller dans le sens que je crois opportun dans la présente situation, c'est-à-dire d'offrir l'opportunité à l'opposition officielle de présenter une alternative, une coalition pour prendre le pouvoir. Alors, parlons rapidement de l'Australie. Je vais entendre Benoît Bouchard et Michel Séroger aussi, Lisa et Jean-Pierre. Alors, l'Australie, 1975, tractation, encore une fois, situation de gouvernement minoritaire, où non seulement est-ce que le gouverneur général, l'équivalent en Australie, n'a pas acquiescé à la demande du premier ministre d'un gouvernement minoritaire, mais essentiellement l'a forcé à démissionner et a donné la chance au gouvernement, un gouvernement de coalition, bien que informel, de prendre le pouvoir, qu'il a exercé pendant quelques années. Et pour terminer la petite histoire, après ces quelques années d'exercice du pouvoir de ce gouvernement de coalition, élection générale, et le parti qui avait pris le leadership sous la coalition a gagné un gouvernement majoritaire. Bon, et l'Australie, il faut le dire, il faut le préciser, c'est un régime de type britannique. Voilà, régime parlementaire. Tout à fait. Copié sur le même régime qu'ici, même, tout à fait. Bon, alors, Benoît Bouchard, j'aimerais ça vous entendre, et Michel Séroger, après ça, je vais parler avec Lisa et Jean-Pierre un petit peu. Alors, Benoît. Oui. Écoutez, quand j'ai terminé tantôt, j'ai parlé de prorogation. C'est ce qui m'inquiète le plus dans la décision que la gouverneure générale va prendre, c'est la suite sur le plan de risque de confrontation politique. À partir du sondage que vous avez cité tout à l'heure, j'écoutais moi-même hier soir M. Harper en anglais et j'ai pris conscience à ce moment-là de l'utilisation du mot séparatiste et souverainiste en français.
Mais j'ai aussi écouté par la suite des commentaires, des gens qui venaient des commentaires de l'Ouest. Et je l'ai vécu moi-même à l'époque où j'étais au gouvernement. Le mot souverainiste en anglais ne signifie strictement rien pour le Canada anglais. C'est sûr qu'il y a eu, de la part de M. Harper, une certaine emphase. Mais la réalité au Canada anglais à ce niveau-là, c'est que c'est la séparation, donc ça s'appelle un séparatiste. Ouais, mais le mot séparatiste au Québec, c'est pas un mot très positif. Non, parce qu'on s'est entendu ici, on a développé une espèce de code au Québec concernant l'utilisation de la terminologie sur la question de la souveraineté, qui fait en sorte d'éviter des heurts. Mais c'est vraiment à l'intérieur de notre réalité à nous. Ceci dit, il est évident que M. Harper va tout faire, il l'a dit dans une perspective légale. Et encore une fois, je ne sais pas à partir du moment où le gouverneur général autorise la coalition, indépendamment de M. Harper lui-même, qu'est-ce qui va se passer à l'extérieur du Québec? Personnellement, ça m'inquiète. Et je ne voudrais surtout pas, c'est surtout pas le temps, avec la crise économique que nous vivons, de retomber dans le débat constitutionnel. Non. et ça se peut très bien, là, si ça reste comme ça pendant plusieurs jours. Michel Séauger veut ajouter quelque chose. Michel? Ben oui, parce qu'il est clair que le but de toute cette opération-là, de proroger la session, c'est de gagner du temps pour M. Harper. Mais ce temps-là, pour qui il va jouer? Après ma barre, on pourrait se penser que ce temps-là, en ayant vu, ne serait-ce que la vidéo de M. Dion hier, que ce temps-là va jouer contre la coalition, qu'à un moment donné, il est clair que le maillon faible de cette coalition-là, c'est le fait que celui qui deviendrait premier ministre, c'est Stéphane Dion, un chef démissionnaire qui a subi la pire défaite de l'histoire du Parti libéral il y a à peine 6 semaines, et que donc ça va s'écrouler à cause du chef. D'un autre côté, on commence à voir des signes qu'au Canada anglais, on ne trouve pas particulièrement drôle la façon dont M. Harper a joué du mot séparatiste, comme Benoît Bouchard vient de le dire. L'éditorial du Globe and Mail de ce matin dit « Un instant, les députés du Bloc sont aussi légitimes que les autres, qui travaillent sur toutes sortes de choses du réchauffement global à l'Afghanistan, et ils ont le droit d'appuyer le gouvernement s'ils le veulent, ils sont tous les députés comme les autres. » Est-ce qu'à un moment donné, le côté un peu fabriqué de la crise d'unité nationale que M. Harper a voulu présenter hier va jouer pour lui ou contre lui? Est-ce qu'il a fait juste mobiliser sa base avec ça, mobiliser une couple d'animateurs de radio au Canada anglais, ou si ça va vraiment rentrer très profondément dans l'esprit des gens avec le temps? Ça, on ne le sait pas. Alors, aujourd'hui, M. Harper va sans doute gagner du temps, encore qu'il ne faut pas présumer de la décision de Mme Jean, et encore qu'il n'a jamais expliqué pourquoi il demande la dissolution, comme si, la prorogation, comme si l'opinion publique n'existait pas dans cette affaire-là. Là. Ouais. Mais le temps va-t-il jouer pour lui ou contre la coalition? On ne sait pas encore. Mais là, on dit souvent que un citoyen ne parle pas à sa reine. Est-ce que Mme Jean devra expliquer éventuellement la raison pour laquelle elle a soit accepté, soit refusé de proroger? Monsieur Beaulac, est-ce qu'on peut lui poser la question éventuellement? Elle pourrait volontairement, on pourrait difficilement imaginer que la question lui soit posée et qu'elle a un devoir d'y répondre, mais elle pourrait certainement volontairement expliquer sa décision. Puis en fait, pour revenir à la valeur de précédent, en mon sens, je l'expliquais tantôt, ça serait primordial pour savoir quel poids il donnait à cette décision d'aujourd'hui. Et il y a des précédents, dans un sens, où on a vu à l'étranger, au Canada, à ma connaissance, il n'y a pas de tradition dans ce sens-là, mais à l'étranger, j'ai en tête particulièrement la Grande-Bretagne, où les décisions de différentes figures, personnages, institutions politiques, prennent le soin d'expliquer les décisions de telle sorte. Puis bon, c'est dans la grande tradition de la Common Law. Le président des assemblées parlementaires explique leur... Exactement. Et compte tenu, encore une fois, des circonstances exceptionnelles, à mon sens, ça serait excessivement important qu'on en ait plus que juste le résultat, à strictement parler, de la décision de Mme Jean. Si elle fait comme Adrienne Clarkson, on va l'avoir dans ses mémoires seulement. Comment dites-vous, Michel? Si elle fait comme Adrienne Clarkson, on va l'avoir dans ses mémoires seulement. Oui, ça a moins de valeur, j'imagine, pour un constitutionnaliste. Non, mais les juges, par exemple, n'ont pas à expliquer leur décision. Hein? Un juge, on ne peut pas aller interviewer un juge pour lui demander pourquoi vous avez pris cette décision-là.
Dans le cas de la gouverneure générale, est-ce que les citoyens ont le droit de demander à la gouverneure générale des raisons d'une décision qu'elle a prise? C'est ça ma question. Droit, non. Droit, non. Okay. Est-ce qu'elle va le faire néanmoins? J'ose espérer que oui. Pour un constitutionnaliste, c'est intéressant de voir il va y avoir des thèses de doctorat démarche et tout. Ouais, mais tu sais, je reviens à Ben Carlson dans son livre. C'est facile de dire après dans les mémoires, moi, j'aurais fait ça. Sauf qu'à l'époque où tu dois prendre la décision, il faut, en tout cas, pour moi, il faut absolument que tu considères aussi l'opinion publique. Pardon, il faut que j'aille à Daniel Leroux, me dit-on. Oui, Daniel. Eh bien, il semble bien que dans l'entourage du premier ministre, on confirme que la prorogation est accordée. Je vous dis ça au moment où on reçoit la lettre des 161 signataires qui veulent faire savoir à la gouverneure générale que le gouvernement n'a plus la confiance de la Chambre, mais si les informations qui nous parviennent de l'entourage du premier ministre que la prorogation est effectivement accordée, bien, ça arrive trop tard pour l'opposition. Je ne sais pas si, quand même, la vice-reine acceptera de rencontrer Jack Layton et Stéphane Dion cet après-midi, si elle prendra connaissance de leur lettre, mais, chose certaine, l'indication du lutrin semblait bien être la bonne. L'entourage du premier ministre confirme que la prorogation est accordée. Donc, on verra sous peu Stephen Harper apparaître pour faire une déclaration dans ce sens-là et confirmer le tout. Le premier ministre a le droit de demander une rencontre avec la gouverneure générale. Est-ce que les chefs d'opposition ou un chef d'opposition officiel a le droit de demander une rencontre avec la gouverneure générale? Tout le monde a le droit de demander. Non, mais d'exiger. Non, d'exiger une rencontre. Ni le d'exiger. Comment? Ni le premier ministre. Il n'a pas le droit d'exiger une rencontre? Demander une rencontre, mais pas le forcer. Mais si le gouvernement tombe, il doit la rencontrer. Oui, dans ce sens-là, oui. Comprenez, donc, il ne peut pas l'exiger. Il ne peut pas l'exiger. Il y en a plusieurs anachronismes quand il s'agit de l'institution du gouverneur général, mais bon, il sollicite une rencontre auprès de la représentante de la reine au Canada. Elle ne refuse jamais. Voilà, c'est ça. Et dans les présentes circonstances, on la voit mal non plus refuser une rencontre avec les chefs de la coalition. Les partis qui forment la coalition. Si c'est le cas, que la décision, effectivement, de la gouverneure générale est d'accordée la prorogation, remarquez, moi, que ça ne me surprendrait pas, même si je pense qu'elle aurait dû prendre l'autre décision, parce qu'elle n'a pas eu l'audace de dire à M. Harper, vous aviez une loi sur les élections d'Afrique, vous vous êtes interdit de venir me voir pour demander la prorogation de dissolution de la législature. Alors, si elle n'a pas eu cette audace-là, je pense que la même personne n'avait peut-être pas la capacité d'avoir l'audace de dire non. Mais oui, je pense que c'est une question qu'elle ne pouvait pas le faire. Légalement, elle ne pouvait pas refuser dans ces circonstances-là parce que c'est une simple loi. Elle n'a aucune valeur supralégislative, aucune valeur constitutionnelle. Il s'est lié pour l'avenir et comme on sait, c'est un principe fondamental de droit constitutionnel. Le Parlement est toujours souverain et si le chef du gouvernement, même minoritaire, décide d'aller à l'encontre de sa loi, la gouverneure générale ne peut pas s'objecter. Attention, justement, vous venez de dire quelque chose d'important. Le Parlement est souverain. Le Parlement avait voté la loi. Le premier ministre n'est pas au-dessus de la loi qu'il avait fait voter. Qui est au-dessus de la loi? Hein? Qui a préséance? Le Parlement est souverain, il avait voté la loi et la loi était en vigueur. Mais je veux dire qui est au-dessus de la loi puis qui doit juger, c'est toujours l'électeur. Alors ça rentre dans son bilan. Il a une loi, il a brisé sa propre loi. Et c'est ça, c'est toujours le fait démocratique, c'est toujours l'électeur, finalement. Pas le gouverneur général, à la limite. Oui, je comprends. À la limite, un tribunal aurait pu être saisi. C'était pas faire le débat sur les élections d'Afrique, c'était faire le débat sur la personne qui prend la décision aujourd'hui. Je pense pas que, puisque, en tout cas, à mon point de vue, elle n'a pas eu l'audace d'interpréter autrement. On peut penser qu'elle n'avait pas le droit ou pas. Ça, c'est une autre chose. Elle a peut-être jugé qu'il valait mieux après 2 ans. Mais je crois aussi que c'est un peu dans le caractère de l'individu aussi. Stephen Harper, Premier ministre du Canada. On écoute. Nous sommes tous oui, Monsieur le Premier ministre. Bonjour. Suivant mon conseil, la gouverneure générale a accepté de proroger le Parlement. Vendredi dernier, j'ai demandé aux Canadiens et aux Canadiennes de nous informer de leurs opinions concernant la situation parlementaire. Leurs commentaires ont été abondants et très clairs. Les Canadiens et les Canadiennes veulent que le gouvernement du Canada continue à travailler sur l'ordre du jour pour lequel ils ont voté, notre plan pour renforcer l'économie.
Quand le Parlement reprendra ses travaux le 26 janvier, le premier point à l'ordre du jour sera la présentation du budget fédéral. On my advice, the Governor General has agreed to prorogue Selon mes conseils, la gouverneure générale a accepté de proroger le Parlement. Vendredi dernier, j'ai demandé aux Canadiens et aux Canadiennes de nous offrir leur opinion sur la situation qui prévalait au Parlement. Ces réponses ont été abondantes et très claires. Ils veulent que le gouvernement du Canada puisse continuer de travailler sur les priorités qu'ont votées les Canadiens. Notre plan visant à renforcer l'économie. Quand le Parlement va reprendre le 26 janvier, la première priorité sera la présentation d'un budget fédéral. Emmanuel Latraverse, Radio-Canada. Monsieur Harper, premièrement, est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi est-ce que ça vous a pris tant de temps convaincre la gouverneure générale de vous accorder cette prorogation? Et maintenant que vous avez 6 semaines de trêve, si on veut, qu'est-ce que vous allez faire pour tendre la main à l'opposition et essayer de rétablir, si on veut, un climat politique constructif au pays? C'est une bonne question. Évidemment, je ne peux pas discuter mes conversations avec la gouverneure générale. C'est une tradition constitutionnelle. Pour l'autre question, je pense que les Canadiens et les Canadiennes à travers le pays ont l'économie comme leur priorité principale. Le critique des partis de l'opposition est que nous devons cibler sur l'économie immédiatement. La décision d'aujourd'hui nous permet, et je parle à tous les partis, nous permet de cibler sur l'économie et de travailler ensemble. Il y a dans le Parlement du Canada, il y a 4 partis et 2 indépendants. Ils sont tous et toutes élus pour représenter les intérêts et les perspectives de leurs électeurs et leurs électrices. En même temps, il y a 3 partis. Il y a 3 partis nationaux qui ont une responsabilité des électeurs de travailler pour l'intérêt du pays, du Canada tout entier. Et je pense que c'est essentiel pour nous 3 partis, de travailler ensemble sur les décisions que ce pays doit prendre pour ce budget, qui sera la prochaine étape majeure du plan du gouvernement de stimuler l'économie. Nous l'avons fait l'année passée avec notre première étape. Cette première étape est garder le Canada dans une meilleure position que les autres pays industrialisés. Mais maintenant, le gouvernement reconnaît, le gouvernement a dit. Il est essentiel d'avoir des autres mesures majeures. Et c'est une occasion de travailler dans ces 6 semaines, de travailler sur ces mesures. J'invite les partis de l'opposition, tous les partis, mais surtout les partis qui ont une responsabilité au Canada tout entier, de travailler avec nous, de nous informer de leur position détaillée. Et nous sommes là, nous serons là pour écouter. C'est essentiel. Et je pense que c'est le message que les Canadiens ont livré clairement. L'économie, c'est l'affaire maintenant. Et le public est très frustré avec la situation au Parlement. Et nous sommes tous responsables. La population est claire. Il veut que nous discutions des propositions précises et que nous proposons des choses, surtout où nous sommes capables de trouver des consensus. J'aimerais savoir, vous étiez supposé de faire face à un vote de confiance que vous auriez assurément perdu lundi prochain. Vous réussissez en vous en sauver avec un petit tour de magie aujourd'hui. J'aimerais savoir quelle légitimité démocratique croyez-vous avoir encore? Et au cours des 7 prochaines semaines, est-ce que vous croyez avoir la légitimité de faire des dépenses gouvernementales, de faire des annonces et de prendre des décisions significatives? Ce gouvernement a été élu très récemment avec un mandat renforcé. Selon les sondages que j'ai vus, la population s'attend que nous serons capables de travailler
pour remplir notre mandat. Et notre priorité principale, comme nous avons dit dans le discours de Trump, est d'avoir une autre étape de notre plan économique compréhensif dans un budget fédéral. Et les partis de l'opposition ont appuyé ça, ont fait adopter le discours de Trump. Et c'est plus que légitimité, c'est ma responsabilité. C'est ma seule responsabilité maintenant, c'est de remplir mon mandat. Évidemment, très vite, quand nous présenterons un budget, les partis de l'opposition vont exprimer leur position. En français, je peux exprimer encore que le Bloc a un mandat différent que le mandat des autres partis. Les autres partis sont ici pour les intérêts du pays tout entier et pour l'unité du pays tout entier. Et nous avons des perspectives différentes sur ces intérêts, mais ce sont ces intérêts que nous sommes ici pour servir. Le Bloc québécois existe pour une autre raison. Pour nos trois partis, et je peux parler surtout de mes collègues québécois conservateurs. Mes collègues conservateurs, notre Canada inclut le Québec. Pour le Bloc québécois, leur Québec n'inclut pas le Canada. Et c'est une différence de perspective beaucoup plus fondamentale que des autres différences politiques entre des partis. Et je respecte le droit du Bloc québécois de poursuivre cette perspective. Et je suis prêt, comme j'ai dit à plusieurs reprises au passé, de faire des accommodements pour des demandes du Bloc quand ces demandes sont d'accord avec les demandes et les principes de notre parti. Mais comme Premier ministre, je ne me suis jamais mis dans une place où je dépends du Bloc québécois pour mon mandat de gouverner le pays. Et je pense que je ne serai jamais dans une telle position. C'est une position, à mon avis, très dangereuse pour le pays, très dangereuse pour un Premier ministre. Mais on doit écouter les demandes du Bloc québécois comme des autres députés. Et on doit les considérer dans les intérêts du pays tout entier à la fin. Dans les intérêts du pays tout entier à la fin. C'est une différence fondamentale. Les conservateurs, mes collègues conservateurs québécois sont des fédéralistes. Ils sont des gens qui sont très fiers de leur province, de leur nation québécoise et de leur pays. Mais ils sont des fédéralistes à la fin et ils sont élus par des fédéralistes. Et ils sont élus pour servir leurs concitoyens, mais aussi pour servir leur pays. Et on ne peut pas servir un intérêt beaucoup plus différent que ça. Merci beaucoup.